Trouver nos chroniqueurs. Rim, Nordine et Odile. Odile, on commence avec vous. Vous allez répondre à des questions téléspectatrices sans tabou. Et on va commencer avec cette première question. Mon vagin dégage une forte odeur. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, une odeur de poisson pourri, on l'a dit, ça correspond le plus souvent à une vaginose, qui, comme la mycose, est un déséquilibre de la flore vaginale. Ça donne des petites pertes un peu colorées, une irritation et surtout une mauvaise odeur. Et tout ça, pourquoi? Parce que le pH du vagin a augmenté, que des germes comme Gardnerella se développent au détriment de nos bons et loyaux lactobacilles. Et ça, est-ce qu'on peut considérer que c'est une infection sexuellement transmissible? C'est pas une infection sexuellement transmissible. On est peut tranquille. rassurer déjà les gens. Pourquoi est-ce que ce pH du vagin va augmenter là comme ça tout d'un coup? Le pH du vagin, il est acide, 4, 4,5. Et dès qu'il y a un liquide moins acide, comme du sang, les règles qui durent, des petits saignements entre les règles, du sperme ou de l'eau, quand on a encore la mauvaise idée de faire une toilette vaginale, eh bien à ce moment-là, le pH va augmenter. Et si ça persiste, eh bien ça va nous donner plus de 50% de récidive dans les 6 mois. Et comment on fait justement pour éviter que ça ne persiste et qu'il y ait ces récidives? On va déjà faire le bon traitement, c'est un antibiotique spécifique. Et ensuite, on va rééquilibrer notre flore vaginale. Idéalement, on va utiliser un prébiotique. Un prébiotique, ça se présente comme ça. C'est un petit gel vaginal qu'on va mettre tous les soirs pendant une semaine et qui va apporter de l'acide lactique, ça va faire baisser notre pH, et des sucres pour alimenter nos lactobacilles qui vont prendre le relais et à leur tour fabriquer de l'acide lactique. Une autre solution, ce sont les probiotiques. Les probiotiques, dans cette petite gélule, eh bien, vous avez quelques milliards de lactobacilles. Vous les avalez et ils vont passer dans l'intestin et ils sont capables d'aller jusqu'au vagin en traversant les muqueuses. Et aussi, ils vont passer par en bas, l'anus, le périnée, la vulve et ils remontent les parois du vagin. Et le problème est réglé. Est-ce qu'on fait quand même un prélèvement vaginal? On ne va pas à la pharmacie en disant « je veux ce que moi j'ai vu à la télé, mieux vaut faire un prélèvement et consulter ». Pas obligatoirement, Pas parce que obligatoirement. c'est tellement caractéristique, Ah, ok. cette odeur, qu'une fois qu'on l'a eu, qu'on a eu un bon traitement, on sait faire le diagnostic. Deuxième question qu'on nous a posée. J'ai les seins très sensibles, voire douloureux depuis que je suis ménopausée. Comment expliquer ça? Eh bien, je vais vous expliquer ça avec une jolie petite planche anatomique. Regardez-moi ce sein comme il est beau et bien galbé. Alors, ce sein, vous y trouvez 2 types de tissus. La glande mammaire, c'est ces petits lobules, c'est les grains de la grappe de raisin, et puis les canaux. Ça, c'est la glande mammaire, c'est ce que vous ressentez quand vous palpez votre sein. Et cette glande mammaire, elle est sensible aux hormones, aux œstrogènes. C'est pour ça qu'en ménopause, c'est pas très classique d'avoir mal au sein, sauf si on est sous traitement hormonal, qu'on est un peu surdosé en œstrogènes, alors on va avoir une congestion mammaire, les seins un peu plus gonflés pour ce motif-là. Tout autour, ça baigne dans des magnifiques lobules graisseux. Et quand on a pris du poids, eh ben ce poids s'est mis aussi dans les seins. Et cette augmentation de poids, vu l'attraction terrestre, ça va tirer sur vos seins. Et là aussi, on peut avoir de la tension. Mais derrière le sein, on a les côtes, on a les espaces intercostaux où il y a des nerfs qui passent. On a aussi la colonne vertébrale qui peuvent nous envoyer ce qu'on appelle des douleurs projetées et on aura mal au sein. Donc on a des explications physiologiques. Néanmoins, si on a mal au sein, l'idée quand même, bon, là je répète toujours la même chose, mais c'est de consulter le gynéco ou la sage-femme. Absolument. Le moindre doute sur votre sein, vous consultez votre professionnel de santé. On a une troisième et dernière question. J'envisage de me mettre en couple après des années sans relation sexuelle. Est-ce que je risque d'avoir mal? Tout dépend si on est ménopausé ou pas. Si on n'est pas ménopausé, que ça se passait bien avant, que dans l'excitation de la nouveauté, eh bien la lubrification se fait bien, aucune crainte, que du bonheur. Si on est ménopausé, va falloir quand même préparer le terrain. Alors, on s'y met pas la veille, hein. Si on a la moindre ouverture, comme Michel Blanc, on en profite tout de suite. On en profite tout de suite et on va appliquer, si on peut avoir une prescription et si on n'a pas de contre-indication, une crème aux œstrogènes. On va l'appliquer au niveau de la vulve, de l'orifice vaginal et surtout, on va masser. On va étirer, on va bien le triturer pour que ça retrouve la souplesse. Si on n'a pas droit aux œstrogènes, pas de panique, on peut appliquer une huile de coco. On peut y mettre une crème apaisante, cicatrisante. On peut aussi utiliser une crème aux acides hyaluroniques. Le plus important, c'est de faire le massage. Et le jour J, pourquoi pas un petit lubrifiant. Et avec ça, rassurez-vous, ça va passer crème. Je veux dire comme une lettre à la poste, mais effectivement, ça passe crème, ça marche très bien aussi. Merci Odile de tous ces conseils. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions.
Il va être aussi une question de crème avec vous. Mais oui, c'est ça, mais cette fois-ci pour les pieds, puisque Nathalie nous a demandé, elle nous dit qu'elle souffre de crevasses aux pieds à répétition, que ça lui fait très mal et elle nous demande comment éviter que ça arrive à nouveau. Alors je ne sais pas si vous avez déjà souffert de crevasses aux pieds autour de la table. Nordine, c'est avec le sport. Sport. Odile aussi. Ouais. Et ça fait mal apparemment. Surtout dans l'eau salée, à la mer. Oui, aïe, aïe, voilà. Donc on va voir à quoi ça ressemble si vous n'en avez pas eu. C'est une fissure de la peau. En général, c'est sur la plante des pieds. Ça peut aussi arriver sur les mains. Dans les cas les plus courants, c'est la couche superficielle de l'épiderme. On va le voir là. Alors là, c'est encore là, c'est quand crevasse très profonde. Et on va voir sur ce petit schéma de la peau que dans les cas les plus courants, c'est la couche superficielle de l'épiderme qui va se fissurer. Mais parfois, ça peut aller plus bas. Et là, c'est la photo qu'on a vue juste avant. Alors en cause, c'est souvent le manque d'hydratation, mais il y a aussi différentes pathologies, les mycoses, l'eczéma, d'autres pathologies dermatologiques. Et ça peut être aggravé par de mauvaises chaussures ou le fait de marcher beaucoup, vous le disiez Nordine, le sport. Et on fait comment une fois que ça arrive? Alors, si la crevasse est superficielle, si c'est juste une fissure, que ça ne saigne pas, vous pouvez déjà faire des choses vous-même. Déjà de désinfecter la plaie avant de mettre une crème spéciale crevasse comme celle-ci. Souvent, elles contiennent de la kératine et d'autres agents hydratants. Ensuite, vous avez aussi des gels spéciales crevasse qui sont très efficaces. Ça va faire comme un film protecteur, ça va boucher cette crevasse. Et si on met tout ça avant de dormir avec... Petite dédicace à Emma, de très grosses chaussettes pour avoir chaud. Emma Non, c'est pas Emma, mais tout à l'heure, elle parlait de chaussettes. Voilà. C'était gratuit, ça. Franchement, c'était une attaque. Franchement, d'habitude, solidarité et tout, mais alors là, zéro. Pas du tout, mais on là, est d'accord. balle perdue. Et bien, ça va permettre tout simplement de ne pas en mettre partout et que les produits agissent bien toute la nuit. Et si jamais c'est toujours très douloureux, on imagine on va voir le podologue peut-être qui peut nous aider. Absolument, ouais. Quand la crevasse elle est profonde et qu'elle se referme pas seule, là rendez-vous chez le pédicure podologue. Muriel Montanvert, dont c'est le métier, m'a expliqué qu'ils vont traiter avec un bistouri, ils vont enlever la corne et là ça va permettre que ça se referme pour bien que ça cicatrise. Ils mettent un produit cicatrisant, ils vous expliquent quoi faire en termes de pansement et tout va bien se passer. Nathalie nous demandait comment faire pour éviter que ça ne recommence, parce qu'on va la traiter, mais on aimerait ne pas la voir arriver de nouveau. Absolument. Donc là, on va éviter tout ce qui est chaussures qui claquent. Par exemple, les mules, les tongs, même si je vous l'accorde, ça n'est pas de saison. Et en hiver, en ce moment, on couvre bien ses pieds, par exemple, avec 2 paires de chaussettes, parce que le froid, ça peut dessécher. Et mettre des crèmes spéciales. On va en voir apparaître là de 3 marques. Ces crèmes-là, elles sont vraiment efficaces parce qu'elles sont spécifiques pour les pieds. Ce sont des marques que les podologues aiment bien. Les crèmes pour le corps, en fait, en revanche, sont pas assez grasses et ça va pas être bon pour les pieds. Dernier conseil pour la douche, vous pouvez, si vraiment vous n'avez pas une crevasse très profonde, utiliser une pierre ponce ou une râpe pendant que vous avez le pied, la peau du pied ramollie. Mais allez-y très doucement, ne frottez pas trop parce que ça risque d'empirer les choses. Et surtout, on ne tire pas sur la peau de la crevasse. Parfois, c'est tentant de faire ça soi-même. Mais là, non, ça va empirer les choses. Merci beaucoup, Rim, de tous ces conseils. Comment on fait pour vous écrire? Vous avez le QR code qui s'est affiché. Et puis, rim@allodocteur.fr pour le mail 06 58 75 04 71 sur WhatsApp.